est prêt, je ne sais pas. Voilà, et sur ce plateau, c'est Béatrice Leroux, qui est libraire chez Giberjeune, qui sera l'intervieweuse de nos écrivains. Alors ce plateau, je vous jure, il est assez impressionnant, parce qu'on a quand même nos deux boss, là. Francis Geffard, qui vient pour faire le traducteur. Oui, on peut l'applaudir, parce qu'en plus, il fait aussi l'interprète. Dominique Chevalier, elle était déjà là tout à l'heure, vous la retrouvez, c'est la chef des interprètes. Alors tu vois, Béatrice, qu'on a intérêt à bien se tenir. Oui. Alors, je vais vous présenter les auteurs qui sont présents sur le plateau rapidement, puis je reviendrai après. Anne Betty, qui est juste à côté de Betty, peut-être on dit, je ne sais pas, Betty, qui est à côté de Béatrice. Betty. Bah oui, mais je ne me suis pas assez entraînée. Hein. Bon, on le fait à la française, c'est pas grave. Hein. Et puis à côté d'elle, Grace Coston, qui va assurer la traduction. À côté de Béatrice, Alice McDermott. Ça va? Bon, c'est un peu plus facile. Et puis Dominique Chevalier, donc, qui va assurer cette traduction. Et puis à côté, alors j'ai pas demandé comment on le prononçait, Willy Vlotin. Voilà, qui est donc à côté de Francis Geffard. Alors, ma chère Béatrice, tu m'as dit qu'on allait commencer par Anne... On va faire tout simple. On va faire tout simple, on va commencer par Anne. Alors, on va parler donc de ce livre, L'état où nous sommes. Alors, Anne Beattie est considérée comme l'un des grands auteurs de nouvelles de sa génération. Son travail a été notamment comparé à celui de Salinger, Raymond Carver et John Updike, excusez du peu. Elle vit entre la Floride et la Virginie, où elle est titulaire de la chaire Edgar Allan Poe de littérature et de creative writing. Voilà pour la présentation. Peut-être que Béatrice aura quelque chose à ajouter. En tout cas, tu vas aussi nous faire un résumé de ce livre, L'état où nous sommes. Et c'était en sous-titre des nouvelles du Maine. Oui. Alors, c'est très compliqué, évidemment, je trouve, de résumer des recueils de nouvelles, évidemment. D'accord? Donc, juste 15 nouvelles qui se passent dans le Maine, donc l'Est américain. Et 15 nouvelles, il y a 3 nouvelles où vous retrouvez toujours le même personnage, Jocelyn. Ce sont des nouvelles sur le monde contemporain qui abordent tous les thèmes, d'accord, le mariage, la vie de couple, les enfants, les rapports, voilà. Et je trouve aussi le rapport écriture-écrivain. Elle a quelques nouvelles où on parle, tout à coup, elle aborde ce travail de l'écrivain et l'inspiration de l'écrivain. D'accord, donc je pense qu'elle pense un petit peu à elle. Voilà. Et voilà, résumer, c'est impossible à résumer, évidemment. Bon, c'est juste... c'est déjà bien, tu as donné quand même 15 un aperçu. Nouvelles. Donc, on va tout de suite demander à notre lectrice de la Sorbonne sonore, Katia Zavostkaya, qui va revenir avec son joli petit accent. Ça ne doit pas être un exercice facile de lire quand ce n'est pas dans sa langue maternelle, mais elle le fait très bien. À vous. Le devoir de vacances. Le putain de 3e devoir sur les 2 prévus par les cours d'été. Si on n'obtenait pas au moins un C en 9 premiers, on devait en écrire 11. Le putain de prof avançait ses grosses lèvres charnues pour leur donner une forme d'œillet. Cette bouche dans la mue dédaigneuse soulignait notre médiocrité. Cet essai, pour retenir son intérêt, était censé traiter du réalisme magique. Et même si vous n'étiez pas obligé de lire en entier le livre de Marquez, que le professeur aimait tellement, elle avait distribué plusieurs paragraphes du roman dans lesquels se passaient des choses bizarres. Et comme l'auteur, vous deviez continuer à l'infini, faire hurler les nuages, par exemple. Pas de métaphore, ou bien ne pas l'envisager seulement sous l'angle de la métaphore, s'était-elle exclamée.
L'état psychologique doit avoir son importance. Vous devez incarner l'émotion dans le passage que vous écrivez. Elle gesticulait avec ses longs bras. La femme mesurait au moins 1,80 m. Elle était aussi grande que l'oncle de Jocelyne. C'était débile de diriger les dissertations. Rédiger des dissertations. Totalement débile. L'été avec son oncle et sa tante était une torture depuis le début. Il s'achèverait beaucoup plus tard, quand les jours auraient raccourci et que les fleurs commencèrent à pencher la tête, l'eau devenue vraiment trop froide pour nager dans la baie de York Harbor, où les mariés de l'été, bien trop vieilles pour convoler, sortaient sur la pelouse dans un tourbillon de voiles, de cheveux, de bouquets soulevés par le vent. L'une d'elles s'était foulée la cheville en courant après ses stupides lits roses et son brouillard, et elle s'était écrasée au sol comme un petit Dumpty. Une mouette avait emporté son bouquet, puis l'avait lâché, trop loin sur les rochers pour qu'on le récupère, même si le garçon d'honneur avait tenté de le faire. Merci. Merci Katia. Donc c'était un extrait de la première nouvelle qui s'intitule « Ce que serait le réalisme magique ». Ma première question sera sur ce fameux personnage qu'on retrouve dans 3 nouvelles. La première Jocelyne, la dernière, et je pense si je me souviens bien, celle du milieu. Et je voulais savoir comment vous étiez arrivé à retrouver le même personnage sur 3 nouvelles. Est-ce qu'à l'origine, c'était une grosse nouvelle, qui aurait même pu être un roman, ou comment vous avez décidé de la découper? Voilà, je veux bien que vous nous expliquiez pourquoi ce personnage 3 fois. The honest answer to that is that I didn't have any intention of writing a book of short stories. My husband and his brother had come to France for 6 weeks, and I was alone at my house in Maine, and I got pretty bored. And we had just sold our house in Virginia, where Alice and I met many years ago. And I was supposed to be unpacking boxes, and I thought writing was better than that. So I just started writing a story a day, and some of them are quite short, but I don't know, after 5 or 6 stories, I started writing about the teenage girl. You heard the reading about Jocelyn, and I wrote about not quite 100 pages, maybe 75, 85 pages about Jocelyn, all in a hurry, with a different ending than the book has now. But when my husband did come back from his trip, the book was arranged and Jocelyn was only at the end. And he said, you can't do that. You can't write 10 or 12, 10 stories that are about various people in Maine and then drop a cinder block on the reader's head. So I thought I didn't have a book anymore. I'd lost 75 pages of it. I'd lost half of it. I don't know, not quite half. So finally I realized that what I could do is intersperse the stories and begin with Jocelyn. And yes, there are some stories there's one story called Endless Rain into a Paper Cup from the Beatles song in the middle of the book. And then Jocelyn ends the book. But I didn't have an ending because when I broke up those pages, I didn't have an ending anymore. It wasn't any good for the book that I had, so I had to totally rewrite the ending. It was a surprise to me. Donc en fait au départ, honnêtement, je n'avais pas l'objectif d'écrire des nouvelles, mais en fait c'était des circonstances un peu particulières parce que mon mari et son frère sont partis pour 6 semaines voyager en France et moi je suis allée dans le Maine parce que nous avions vendu notre maison en Virginie où j'avais rencontré Alice de nombreuses années auparavant et donc moi j'étais censée aller dans le Maine, dans notre nouvelle maison pour défaire les cartons et installer la maison. Simplement, cette activité ne me plaisait pas beaucoup et je préférais écrire. Et donc, pendant un mois, j'ai commencé à écrire une nouvelle par jour.
C'était des nouvelles assez courtes et j'avais commencé à écrire, j'ai écrit 5 ou 6 nouvelles sur ce personnage de Jocelyne qui est une adolescente. Je devais avoir 75 ou 85 pages sur elle et en fait j'avais imaginé une fin un peu différente pour elle. Ben voilà que mon mari revient de son voyage et il regarde ce que j'avais travaillé pendant son absence et il me dit non, ce n'est pas bien ce que tu fais là, d'écrire une dizaine d'histoires avec tout à la fin, plusieurs histoires sur un même personnage qui arrivent comme un gros bloc à la fin de l'ensemble. Ça ne peut pas tenir ensemble comme ça. Donc j'ai réfléchi et j'ai décidé d'intercaler les différentes histoires. Et donc effectivement, Jocelyne se retrouve dans la première histoire, aussi dans une nouvelle au milieu qui prend son titre d'une chanson des Beatles, où il s'agit de la pluie qui tombe dans un gobelet, Across the Universe, si vous connaissez. Et à l'époque, il y avait une différente fin, je disais, donc je cherchais toujours quelle fin je pouvais mettre à ce recueil de nouvelles. Justement, écrire des nouvelles, est-ce que ça nécessite, d'après vous, beaucoup plus d'imagination que pour un roman? Et n'êtes-vous pas tenté parfois d'aller jusqu'au bout d'un roman? Parce que, par exemple, pour Jocelyne, vous dites que vous avez écrit une très très longue nouvelle. Well, number one, I knew that I wasn't writing a novel. I knew that I was not writing a novel. So you can have a story of any length, right? I don't think it's really so much a question of imagination in some ways. I certainly don't think that one imagines differently in a short story or in a novel, but I think the writer uses words very differently, and even in the first draft, shapes things very differently, because a short story, I think, has to build up meaning, has to build up depth, I should say, quite quickly. Novels also build depth, but they usually have the ability to do that more in real chronological time. A short story is always a short route to something. Tout d'abord, je savais dès le départ que je n'étais pas en train d'écrire un roman. Et finalement, une histoire peut être longue ou courte, peu importe. Il ne s'agit pas d'une différence d'imagination. Les deux, le roman et la nouvelle, demandent de l'imagination de la part d'auteur. À mon avis, il s'agit plutôt de la manière dont on va employer les mots, peut-être différemment selon la forme de l'histoire. Une nouvelle doit trouver la profondeur très rapidement, alors qu'un roman a plus de temps pour établir la profondeur selon un ordre chronologique. Et justement, toujours par rapport à ces nouvelles, êtes-vous d'accord si je vous dis que vos nouvelles n'ont pas vraiment de fin, elles n'ont pas de morale? Parfois, on a presque envie de tourner la page pour voir s'il n'y a pas une continuité. Well, it's very good if the reader is interested. Sorry. It's very good if the character seems so real or so involving that you would like to have more of that particular character. But in a novel or a short story, writers don't end arbitrarily. And I don't really think, I understand that my stories don't have neat, tied-up endings, but in terms of the language, so I must be a big problem for translators, it's the moment of the language's ending and how that concludes, because it ties together the themes and the motifs and the symbols and the time of the story, the chronology of the story, as opposed to real time. So for me, it does make perfect sense, but it's all happening on the level of words at the end. Je dois dire que je trouve ça très bien que le lecteur s'intéresse suffisamment aux personnages pour vouloir continuer l'aventure avec les différents personnages.
Mais vous devez savoir que pour un romancier ou une personne qui écrit des nouvelles, la fin n'est jamais arbitraire. Je comprends que les fins de mes histoires peuvent paraître pas très bien ficelées, mais c'est parce que, pour moi, la fin se passe dans la langue même. Et ça doit, j'avoue, poser des problèmes aux traducteurs, car il s'agit d'une fin qui se décrit ou qui se trouve dans le tissu même des mots, car c'est par les mots qu'on va trouver la combinaison des thèmes, des motifs et des symboliques et de la chronologie de l'histoire qui sont exprimés dans la langue. Et pour moi, c'est une façon de trouver un sens dans les fins des nouvelles. Décidément, on parle beaucoup de fin. Hein. On a parlé de fin de romans aussi sur le plateau précédent. On continue maintenant. Donc, on va maintenant passer au livre. Vous savez qu'on donne envie de lire, hein, simplement ici. Donc, ça va vite, ça va vite. Donc, on va passer au livre d'Alice McDermott, Someone. Elle est née à Brooklyn. Vous êtes professeur de sciences humaines à l'université Johns Hopkins. Et vous vivez près de Washington avec vos maris et vos enfants. Et dans ce livre, eh bien... Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Vos maris? Ça doit être un désir secret. Eh oui. Je l'avoue. Non. Avec votre mari et vos enfants, bien sûr. Et eh ben, résumer ce livre, comment on fait, Béatrice? Alors là, c'est quand même un peu plus facile, Oui. évidemment, puisque c'est un roman. Donc, nous sommes dans les années 1930 à peu près, aux États-Unis, donc à Brooklyn. Et on est face à Mary, qui est une jeune fille qui vit avec sa famille d'origine irlandaise. Elle vit avec son frère qui se destine à la prêtrise. Et puis on va la suivre petit à petit au cours du XXe siècle. Elle va se marier, elle aura des enfants, il va avoir des morts, des naissances. C'est vraiment une vie, la vie d'une femme ordinaire, une vie ordinaire. Et je pense qu'on lui a posé plusieurs fois la question justement par rapport à cette vie ordinaire de cette fameuse Mary. En plus, elle a un prénom, Mary, qui est un prénom... j'entends la traduction, un prénom ordinaire aussi basique. Voilà. Donc, ça fera sûrement l'objet d'une question tout à l'heure. Alors, on va écouter un extrait du livre qui va être lu par Alice Beag, voilà, que l'on accueille pour la première fois. Bienvenue sur le plateau du Café des libraires et merci de nous lire le tout début de ce roman d'Alice McDermott. Peggy Sheab revenait du métro dans la lumière du soir. Elle portait son beau manteau de mi-saison bleu pastel, des chaussures noires qui couvraient la cambrure de ses grands pieds et un chapeau beige dont la calotte s'ornait de quelque chose de plus sombre, une ou deux plumes marron. Elle avait les épaules légèrement asymétriques et chaloupées comme une bossue. Une mèche de cheveux noirs, échappée de son chignon, retombait toujours contre sa joue et jusqu'à son épaule. Son sac à main, qu'elle tenait du bout des doigts, pendait le long de sa jambe, ce qui lui donnait un air indolent et fatigué, alors qu'elle avançait assez vite sur le trottoir gris qui la menait du métro jusqu'à chez elle, au rez-de-chaussée et au sous-sol de la maison voisine. J'étais sur le perron de ma propre maison, où j'attendais mon père. Peggy s'arrêta pour me dire bonjour. Ce n'était pas une très jolie fille. Des yeux trop étroits et une mâchoire trop large, des dents de travers, des sourcils broussailleux et une ombre de moustache. Elle avait hérité les épais cheveux noirs de son père syrien, ainsi que les rougeurs permanentes, juste sous sa peau claire, des pommettes de sa mère irlandaise. Après avoir terminé son apprentissage cette année-là, elle avait trouvé un emploi dans le sud de Manhattan. Mais elle me dit qu'elle n'aimait pas les gens là-bas, pas un seul. Elle fit glisser une main nue sur la rampe de pierre au-dessus de ma tête. À l'autre, celle qui tenait mollement l'anse de son sac, elle portait un gant gris tourterelle,
Elle me dit qu'elle avait perdu le deuxième quelque part. Puis elle rit en découvrant ses dents de travers. La quatrième paire ce mois-ci. Et hier, elle avait oublié le livre de bibliothèque qu'elle lisait dans le métro. Et regarde, elle avait filé son bas. Elle posa sa chaussure noire sur la marche où j'étais assise et releva son long manteau et sa jupe. Je vis l'échelle, ainsi que la chair de son mollet, fin et poilu, pressé contre chaque barreau. L'ongle du doigt qu'elle fit courir sur toute sa longueur était si rongé qu'il n'en restait presque plus rien, mais le mouvement de sa main était doux et conciliant. Une marque de compassion pour sa propre chair que j'imitais en effleurant à mon tour la soie intacte de son bas, puis les fils tirés. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup. Je n'ai pas précisé tout à l'heure que le livre d'Alice McDermott est traduit de l'anglais par Cécile Arnaud. Voilà. Alors justement, revenons peut-être à ce prénom de Mary, qui est donc, pour ces personnes, parce que je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, mais sûrement une bêtise, c'était un prénom commun, comme un prénom biblique. Il y a le Mary, et surtout, il y a le someone du titre, ce fameux someone qui est tout le monde, personne. Et puis on dit qu'elle a une vie commune. Est-ce que tout ça est lié, le Mary et le someone? Merci. This is what makes translation so fascinating to me. In the English edition, she is Marie. Voilà ce qui me fascine tellement dans la traduction, c'est que dans la version anglaise, elle n'est pas Mary, elle est Marie. Because in Brooklyn, in the 1930s, her immigrant mother, who came over from Ireland, thinks Marie sounds more elegant than plain old Mary. And so she purposely chooses, based on an old song that says, in society, propriety, they say Marie. Et la raison pour laquelle donc elle s'appelle Marie et non pas comme tout le monde Mary, c'est que sa mère, qui est donc émigrée d'Irlande dans les années 30, avait en tête que Marie, ça faisait beaucoup plus élégant. Et ceci s'est fondé sur une chanson qui dit dans la bonne société, quand on est convenable, on dit Marie. So this is an immigrant who identifies with the oppressor, not with, she identifies with the wealthy. And that is everything that the mother aspires to is contained in that difference between naming a child Mary, there are lots of Marys on the street, and naming a child Marie. That's the very thing that brought her from Ireland to Brooklyn to the United States. Oui, et c'est typiquement une immigrante qui s'identifie à l'oppresseur, c'est quelqu'un qui s'identifie à ce qu'est la richesse. Et cette différence de prononciation entre le Mary de tout le monde et le Marie, c'est cela qui l'a fait venir d'Irlande jusqu'en Amérique. So that addresses your question about ordinary. This ordinary character, an ordinary life in an ordinary working class immigrant population. And even within that, there is that effort to say, oh, but she is distinct. And in some ways, that's what I wrote the novel to do. Et donc ça, c'est pour répondre à votre question sur l'ordinaire. Donc effectivement, cette femme ordinaire qui mène une vie ordinaire dans un contexte ordinaire qui est ouvrier et d'immigrant, eh bien, à l'intérieur de cela, il y a encore des distinctions. Et c'est cela qui fait qu'elle n'est pas comme tout le monde. Je suis assez contente d'avoir posé cette question parce qu'effectivement, je pense que c'est quand même c'est plus qu'anecdotique. Et peut-être qu'on aurait pu avoir ce détail dans le livre. Mais vous saviez que votre mari était devenu Mary? En 2 mots, j'ai d'autres questions. Hein.
Yes, yes, yes. It was fait accompli. Oui, je le savais, mais bon, c'était un fait accompli. C'était comme ça. D'accord. Ok. Est-ce que le fait que vos personnages habitent Brooklyn et les brownstones, les fameux brownstones, était vraiment important pour vous? Ouais. Yeah, insofar as Brooklyn at this time was a landing place for people from all over the world. It was an immigrant, and it still is. That hasn't really changed. We have hipsters now. But, and I wanted that sense, again, of people gathering, apparently ordinary, the great immigrant wave, and yet the fact that they are there distinguishes each one of them because they have made that, they've had that courageous moment where they left what was familiar to come someplace that was unfamiliar because they imagined something better. They had begun to write a story for themselves that hadn't happened yet. And so the place, for me, embodies the aspirations of the people who live there. Oui, c'était important que ce soit à Brooklyn parce que à cette époque-là, Brooklyn, et ça l'est toujours un petit peu aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui ce sont les bobos qui arrivent, mais enfin à Brooklyn, c'était l'endroit où les immigrants arrivaient, de ces espèces de grandes vagues d'immigrants, et c'était là qu'ils s'installaient. Et une fois qu'ils sont installés ici, effectivement, ils sont tous immigrants, mais ils sont aussi tous distincts. Et ce qui les distingue, c'est qu'ils ont eu ce courage de sauter le pas, de franchir, de franchir la mer, de quitter ces lieux qui leur étaient familiers pour aller en territoire qui ne l'était pas, en aspirant à quelque chose qui était mieux. Et c'est, au fond, pour moi, Brooklyn et ce lieu incarnent cette aspiration à mieux faire. C'est possible encore une heure. Et justement, et vos fameuses, je pense que le fait qu'ils habitent ces brownstones, c'est aussi une vraie importance par rapport à la disposition des maisons, des appartements, non? Parce qu'on sait que les fameuses brownstones sont disposées différemment, construits différemment par rapport aux immeubles qu'on trouve dans Manhattan, qu'on retrouve dans les autres quartiers. Yes, in many ways, the significance for the novel, not only that, yeah, these were smaller, you could say humbler places, but many of them were originally built for a single family in the previous century. But with the immigrant wave, they had become broken up into apartments. And so you had many lives going on in a building that was meant for one family. And again, for me, to set a novel there is to always have sort of humming in the background. I'm just focusing on one character's life, one character's experience in these rooms, in this place. But I hope that there's always, almost subconsciously, a sense of many lives going on and the arc of many lives happening simultaneously, although we're focusing here on just one. Oui, ces maisons, ces brownstones, ont été effectivement construites au siècle dernier. Et évidemment, sont très différentes de ce qu'on trouve dans Manhattan en ce qu'elles sont beaucoup plus basses. Mais elles ont été construites au siècle dernier comme des maisons où résidait une seule famille, une famille. Mais comme il y a eu ces vagues d'immigration successives, on les a séparées en appartements. Ce ne sont plus des maisons particulières, mais des séries d'appartements. Et donc, il y a énormément de vie qui se déroule simultanément dans ce lieu. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu absolument situer mes personnages, enfin, et mon personnage à l'intérieur d'une de ces maisons, parce que nous nous concentrons sur la vie d'un de ces personnages, mais j'espère qu'on a toujours à l'esprit, enfin même de manière subconsciente, que quelque part à l'arrière, on pense à toutes ces autres vies qui se déroulent simultanément. Voilà, et c'est le titre de ce plateau que nous partageons là maintenant. C'était du réalisme en littérature et
Francis présentait ce plateau en disant qu'il n'y a pas d'histoire banale pour un écrivain. Il peut s'emparer de n'importe quelle histoire et les vies se tissent. C'est exactement ce que vient de dire Rien qu'avec son Alice. titre, Ouais. déjà, le fameux Someone. Ouais. Absolument, voilà. Alors, on va enchaîner maintenant avec le livre de Willy Vlotin, Ballade pour Leroy, paru dans la collection Terre d'Amérique, qui fête un anniversaire, non, cette année, mon cher Francis, Terre d'Amérique. Combien d'années? 20 ans. Et voilà, il a juste 20 ans, Francis Geffard, il les porte bien. Terre d'Amérique, donc paru chez Albin Michel, et un livre qui a été traduit, je vais le dire tout de suite et j'y reviendrai pour Anne Beattie tout à l'heure, par Hélène Fournier. Voilà, et donc on va d'abord faire connaissance avec lui. Il est né à Reno, dans le Nevada. Il est auteur de 2 romans salués par la presse et adaptés au cinéma. Et il est aussi auteur, compositeur et chanteur d'un groupe de folk rock qui s'intitule Richmond Fontaine. Il vit aujourd'hui à Portland, dans l'Oregon. Voilà. Et on va parler de ce livre en faisant un petit résumé d'abord. Oui. C'est dur devant Francis, hein. Je te plains, Oui, Béatrice. je sais. J'ose à peine. Je n'écoute pas, Béatrice. D'accord, merci Francis. Donc là, on est face à Leroy, qui est un soldat qui est rentré il y a quelques années d'Irak, mais malheureusement, comme beaucoup, il est rentré très grièvement blessé et surtout amnésique. Et un matin, il se réveille quand même, alors qu'il est dans un hôpital pour handicapés mentaux, quasiment. Il se réveille et ce qu'il voit et ce qu'il réalise le perturbe tellement qu'il décide de se suicider. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, il ne réussit pas son suicide. On va le retrouver allongé sur un lit, attaché. Et puis là encore, il est dans le coma. Donc il entend des choses, il voit des choses, il imagine. Et pendant ce temps-là, on va suivre au moins 3 personnes. Sa mère qui vient régulièrement lui apporter à manger, si je me souviens bien, et lui lire surtout des histoires. De science-fiction. De science-fiction. Il y a l'infirmière qui, elle, a aussi à gérer son père qu'elle aime pas. Bon, c'est super compliqué. En plus, elle voudrait trouver l'homme de sa vie et elle ne le trouve pas. Et le 3e personnage, c'est un homme qui, comme beaucoup d'Américains, a 2 emplois. Parce qu'il est divorcé, il a une maison, mais hypothéquée, plusieurs fois hypothéquée, et doit payer surtout les soins médicaux de sa fille. Donc, il tire le diable par la queue. Et donc, on suit ces 3 personnes, et ces 3 personnages, et vraiment des Américains, comme la plupart des Américains, sont middle class, mais voilà. C'est un portrait pas très luisant de l'Amérique, way of life, comme on dit. C'est pas du tout pénible à lire, mais surtout, on sort assez bouleversé de la lecture de ce roman, vraiment. Je dis la même chose. On en écoute un petit extrait avec Jean Dauvetin, qui est déjà venu nous lire un extrait tout à l'heure des Sorbonnes sonores. Donc, la première page, comme pour tous les livres, hein, ça a été la décision prise cette année. C'est pas une mauvaise idée, je trouve. Allons-y. Quand Leroy Kevin ouvrit les yeux, il vit une jeune femme vêtue d'un bikini imprimé d'étoiles bleues et blanches, un marteau-piqueur à la main. Il vit ses cheveux blonds, ses talons hauts, ses jambes longues et fines. Pour la première fois en 7 ans, il la vit distinctement. Il la vit même très nettement, à la lueur d'une petite veilleuse colorée. Allongé sur un lit, il regardait la fille. Le calendrier, en dessous de la photo. Il réussit à lire le nom de l'entreprise, Jackson's Tool Supply. Il se rappela que son cousin y travaillait. Soudain, il parvint à réfléchir, à mettre de l'ordre dans ses idées, ce qu'il avait été incapable de faire durant 7 ans. C'était comme si son esprit échappait tout d'un coup à une interminable tempête de neige. Des larmes de soulagement roulèrent sur ses joues. Était-il enfin libre? Était-il redevenu lui-même? Leroy Kevin avait 24 ans, quand sa brigade de la National Guard fut envoyée en Irak. 6 mois après son déploiement, une bombe artisanale avait détruit le véhicule dans lequel il se trouvait. Un soldat fut tué, 2 autres furent grièvement blessés et lui se réveilla à l'hôpital, en Allemagne.
avec un grave traumatisme crânien et les 2 bras cassés. Il ne savait plus ni parler, ni marcher. La vie qu'il avait connue n'existait plus. Ce Leroy Kevin-là avait disparu. Merci Jean, merci beaucoup. Je peux vous dire qu'une fois que vous avez lu ces 2 premières pages, déjà, vous ne pouvez pas vous arrêter. Et puis la scène du suicide. Elle est terrible. Elle est terrible. Rien que pour ça, il faut lire. Effectivement, voilà. Les autres aussi, mais ça, c'est vraiment très réussi. Juste une petite anecdote pour vous situer un petit peu. Votre deuxième livre, Northline, qui a été traduit, je ne sais plus comment en français, peu importe, en 2008, George Pelecanos l'a élu, n'empêche, comme son roman favori de la décennie. Et je voulais savoir comment vous prenez ce genre d'informations, de nouvelles, et comme une récompense, ou est-ce que depuis vous lui envoyez tous vos livres dédicacés, en recommandés et autres I send him love letters every day. Je lui ai écrit des lettres d'amour chaque jour. Sometimes you walk down the street and you find money, a reward, and you don't deserve it. Et parfois, on se balade dans la rue, on tombe sur un billet ou une pièce qui traîne, et on prend ça comme une récompense, quelque chose qu'on ne mérite pas presque. And when George Pelecanos said such nice things, it was a gift I didn't deserve, but I took it. Et quand George Pelecanos m'a fait ce genre de cadeau, c'était pas forcément quelque chose que j'avais le sentiment de mériter, mais je l'ai pris quand même. Je me doute. À la lecture de votre livre, on se dit que vous devez sûrement en connaître beaucoup des gens comme vos personnages, tous ces gens qui tirent le diable par la queue, qui ont plusieurs boulots, qui le matin se lèvent en se disant « Mon Dieu, qu'est-ce qui va encore me tomber sur la tête ?» Mais en même temps, ils rigolent, ils sont amoureux, ils vivent, quoi. I wrote this novel for 3 reasons. Out of guilt. J'ai écrit ce livre pour 3 raisons. La première, c'est par culpabilité, And anger, sous la colère, love. et aussi par amour. I was guilty because I had never thought of the soldiers, the American soldiers in Afghanistan, Iraq. After 7 years of us there, I didn't think about it at all, and I was extremely guilt-ridden because of that. Et je me sentais coupable parce que pendant ces 7 années où beaucoup de soldats avaient été déployés au Proche-Orient, en Irak ou en Afghanistan, j'ai rarement pensé à eux et je me suis senti coupable de ne pas avoir eu de pensée à leur égard. I was angry because my girlfriend, my favorite person in the world, couldn't get health care, and there was nothing she could do to get health care. Et je l'ai fait aussi par colère parce que ma petite amie, ma personne préférée au monde, n'était pas en mesure d'avoir de couverture maladie. Ce n'était pas possible pour elle d'avoir d'assurance. Et ça me mettait très, très en colère. And love, because I love nurses. I feel that before I died, I wanted to write a story of a great nurse. Et aussi par amour, parce que j'ai une affection particulière pour les infirmières qui s'occupent de ceux qui souffrent. Et avant de mourir, j'avais envie d'écrire un roman avec une infirmière comme personnage et pour symboliser ça. Mais comme vous êtes encore très jeune et pas près de mourir, je pense que vous pouvez vraiment écrire un autre roman où le personnage principal, et peut-être le seul personnage, sera une infirmière, parce qu'en tous les cas, celle qui est dans ce roman, dont j'ai oublié le nom parce que je crois que je ne l'ai pas noté, est un très beau, très 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 beau personnage. As an adult, one of the few times you're completely helpless is in a hospital. Quand on est adulte, l'un des rares moments où on peut se sentir désemparé, c'est à l'hôpital. You're at the mercy of doctors where they're kings and you're nobody, you know nothing. En fait, on est entre les mains de médecins et on est comme des manants aux mains de rois. On ne sait rien, on ne peut rien. Nurses have seen it all. Et les infirmières, elles en ont vu des vertes et des pas mûres, elles. And they help you get through that loneliness and fear.
Et elle vous aide à vous débrouiller avec le sentiment de solitude ou les appréhensions, la peur. I dedicated the book to the patron saint of nurses. Et j'ai dédié le livre au saint patron des infirmières. J'avais pas vu. Vous pouvez expliquer les passages en italique, je suppose qu'en américain c'était déjà ça dans la version, les passages en italique quand on est dans la tête de Leroy. Vous pouvez nous dire ce que c'est? Pourquoi vous avez écrit ça? I believe when you're stuck, one of the ways I've learned to cope is to escape through stories. J'ai appris que quand on est coincé dans une situation, finalement, on essaie de trouver un moyen de s'échapper, un échappatoire. The use of Leroy's stories, his youth, I gave him science fiction. The unpredictability and violence and fragility of his mind was because of the brain injury that he received in war. Et en fait, quand il était jeune, il avait un amour de la science-fiction où tout est possible. Et j'avais envie de faire ce lien à partir du moment où il a été blessé à la guerre et à cause des dommages que son cerveau a connus. Eh bien, justement, tout est possible et il trouve à sa manière un échappatoire aussi. Son cerveau continue à avoir une vie propre. To be inside a mind where you can't control your emotions, where fear and violence are unpredictably put into the story, is what his mind is every day. Et en fait, tous les jours, sa vie, elle est faite eh bien, de choses qu'il ne peut pas contrôler, puisqu'il est dans une situation physique où il est soumis à la violence, à la peur. Il n'est pas du tout capable d'avoir son destin en main. And it gave me a way to talk about the more hawkish right-wing side of America with complete freedom. Et en fait, ça m'a donné aussi la possibilité, le fait qu'il ait cette imagination qui continue à fonctionner, cette vie intérieure, bien qu'il soit dans le coma, ça m'a donné aussi la possibilité de m'attaquer à l'extrême droite américaine qui est très présente dans les aventures qu'il vit dans sa tête et qui reflète un peu la violence qu'il a connue. Oui, je veux bien une autre. Juste 2 mots par rapport à cette seconde histoire. Elle est aussi dure que l'histoire, la première histoire, vraiment. Il y a autant d'imagination dans les deux. Et ce que je voulais savoir, c'est s'il était lecteur de SF. I generally read more realist, but on weekends, I read science fiction. Oui, pendant la semaine, je lis des livres littéraires, mais le week-end, je lis de la science-fiction. Donc il a le temps de lire, d'écrire des chansons, d'aller en concert et tout. Il est fabuleux, cet homme. Non. On ne l'a pas prévenu d'une chose, c'est que normalement, quand on dit qu'on est chanteur, auteur, compositeur, on le prouve sur le plateau. I love you all too much to make you listen to me sing. Je vous aime trop pour vous imposer de chanter, mais vous pourrez l'écouter samedi, c'est-à-dire demain à 19h30 au Centre culturel Georges Pompidou ici à Vincennes. Il donnera un concert pendant 45 minutes avec un musicien qui arrive de Dublin demain pour le joindre sur scène. Super, très bien. Je rappelle le titre du livre, Willy Vlotine, Balade pour Leroy, paru dans la collection chez Albin Michel, dans la collection Terre d'Amérique.
Nous avons aussi parlé donc, du livre d'Alice McDermott, Samoan, paru chez Quai Voltaire. Et j'ai dit le nom du traducteur. Par contre, je n'ai pas dit le nom du traducteur du livre d'Anne Beattie, L'État où nous sommes, nouvelle du Maine, qui a été traduit par Anne Rabinovitch. Voilà, il fallait le dire, c'est très important le nom des traducteurs, puisque c'est grâce à eux que ces livres parviennent à ceux qui ne lisent pas l'anglais et qui ne le comprennent même pas. Suivez mon regard. Voilà. Et un grand merci, bien sûr, à Béatrice Leroux qui a animé ce plateau. Merci. On se retrouve dans un instant avec 3 autres auteurs, Megan Abbott, Laird Hunt et